It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'actu du mois qui est assez chargé. Donc on va démarrer aujourd'hui avec des nouvelles de notre cher Matthew Perry, Chandler de Friends. Alors depuis ma dernière vidéo, je vous avais dit qu'il travaillait sur ses mémoires, qu'il avait publié ses mémoires. Et bien ça y est, elles sont sorties. Donc ça s'appelle Friends, Lovers and the Big Terrible Things. Et en fait je voulais en parler parce que dans ce livre il y a pas mal d'anecdotes qu'il nous raconte que je trouvais quand même assez intéressantes, surtout quand on est fan de Friends. Et moi particulièrement Matthew Perry, c'est vraiment, je l'adore cet acteur. Et il a pas eu un parcours facile avec ses addictions. Tout le monde en parle hein, donc de son livre. Il y a pas mal d'anecdotes qui nous permettent du coup de savoir des petites choses qu'on n'avait jamais su avec ses partenaires dans Friends, mais également sur encore d'autres choses. Déjà je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour ceux qui l'ont vu dans la réunion de Friends, on voyait donc un Matthew Perry pas en forme. Donc je vous avais dit que c'est parce qu'il s'était fait opérer des dents, c'est pour ça qu'il était un peu groggy. Il devait même pas participer justement à la réunion parce que il était pas bien avec cette opération. Je crois qu'on lui a retiré toutes ses dents, donc il était vraiment pas au top. Mais à un moment donné on voyait qu'il était pas très bien. Et on a Jennifer Aniston qui pose sa main sur lui. Alors justement il nous parle dans ses mémoires de sa relation avec Jennifer Aniston. Alors on apprend donc dans ce livre qu'il a eu un crush pour elle, mais bien avant qu'ils se retrouvent à jouer ensemble dans Friends. Donc il avait essayé de moyenner quoi, elle l'avait friendzoné direct, mais il a pas eu le béguin que pour elle. Il a aussi craqué sur Courtney Cox et sur Lisa Kudrow au fil des années. Ouais, il les a toutes kiffées à un moment donné, des petits crushs. Mais par contre pour Jennifer Aniston, il dit que ça a été la première à venir le confronter par rapport à ses addictions. Il dit qu'un jour elle est venue le voir, elle lui a dit on sait que tu bois. Voilà, elle lui a balancé ça voilà quoi, sur la table, et il lui a répondu mais comment tu le sais? Et elle lui a répondu, dit-il d'une manière étrange mais tendre, nous pouvons le sentir, tout le monde sait que tu bois. Et il dit que là ça a été comme un coup de massue. Il pensait pas en fait que ses collègues avaient remarqué que ça n'allait pas du tout, et il dit que ça a été un moment gênant et effrayant parce que du coup il a dû affronter ses démons. Et il dit imaginez à quel point c'était un moment effrayant, elle est celle qui m'a le plus tendu la main, vous savez, je lui suis vraiment reconnaissant pour ça. Et il poursuit en disant que ses addictions c'était un travail à plein temps. Il devait passer des appels, voir des docteurs, simuler des migraines, corrompre des infirmières pour avoir donc des ordonnances pour les trucs qu'il prenait. Et il dit vous pouvez suivre la trajectoire de mon addiction en fonction de mon poids au fil des saisons. Quand j'ai de l'embonpoint, c'est l'alcool. Quand je suis mince, ce sont les médicaments. Quand j'ai une barbichette, c'est beaucoup trop de médicaments. Voilà, donc je vous laisse resituer dans les épisodes de Friends. Effectivement, il y a des moments où il a été un peu enrobé et d'autres où il a été maigre. Mais c'était affolant. Je me rappelle, je crois que c'était la fin de la 3e saison où vraiment là, personnellement en tout cas, j'ai eu peur pour lui. Et il revient aussi vite fait sur sa romance avec Julia Roberts. Rappelez-vous, ils sortaient ensemble à l'époque où elle était venue justement jouer dans un épisode de Friends. Alors c'était une relation éclair, ça a duré 2 mois, et il dit qu'en fait c'est lui qui a mis un terme à la relation parce qu'il dit que sortir avec Julia Roberts était trop pour moi. Je passais mon temps à penser qu'elle allait rompre avec moi, j'en étais certain. Donc en fait il a cassé par anticipation. Malheureusement il est réputé pour son éternel célibat. C'est vrai qu'il s'est jamais marié, on lui connaît pas de relation longue durée, et il nous raconte dans son livre un épisode hyper gênant avec Cameron Diaz. Donc il l'a rencontrée, c'était lors d'un dîner en 2007, donc elle venait de se séparer de Justin Timberlake, et il balance qu'elle s'est pointée défoncée au dîner, qu'elle n'était pas du tout intéressée par lui, et qu'à un moment donné le petit groupe d'amis s'est mis à faire un Pictionary. Matthew a voulu faire son gars spirituel, donc il a sorti quelque chose à Cameron Diaz, et elle a voulu lui taper sur l'épaule, sauf que comme elle était arrachée, elle a mal visé, elle lui a foutu un coup en pleine poire. Bon, c'est drôle, mais il s'en rappelle comme si c'était hier. C'est un épisode qui l'a marqué. C'est tout con mais c'est une anecdote qui m'a fait rire parce que j'imagine pas Cameron Diaz comme ça, mais du coup c'est drôle parce que finalement il rejoint encore son personnage de Chandler Bing quoi, genre les trucs à la con, les pots de banane quoi, c'est pour lui. Et justement pourquoi il a pas de relation sérieuse? Alors justement il s'est confié par rapport à ça, et il dit, je cite, je romps avec mes petites amies parce que j'ai une peur mortelle qu'elles découvrent
découvre que je ne suis pas assez bien, que je ne compte pas et que je suis trop en manque d'affection. J'ai peur qu'elle rompe avec moi, que cela m'anéantisse, que je doive prendre des drogues et que cela me tue. C'est lourd, je trouve ça horriblement triste. Et il dit qu'il désespère en fait de se marier, quoi. Il a vraiment envie de se marier. Et il dit, vous savez, je ne dramatise pas quand je dis qu'il y a 10 femmes sur la planète avec qui je tuerais pour être mariée, avec qui je suis sortie et avec qui j'ai rompu. Et maintenant elles sont toutes passées à autre chose. Elles sont mariées, elles ont des enfants. Tu n'es pas censé regarder dans le rétroviseur parce que tu vas avoir un accident de voiture. Mais j'ai regardé dans le rétroviseur et je me suis dit, elles sont toutes parties, elles sont toutes heureuses. Ce qui est génial. Mais c'est moi qui suis seule, assis dans une salle de projection et il n'y a pas de moment plus solitaire que celui-là. Ça me fait trop de la peine pour lui parce que ouais, c'est le gars, il se voit mal quoi. Bon après je ne sais pas au quotidien comment c'est de vivre avec un addict de son niveau. Je trouve ça triste qu'il les ait toutes quittées en fait pour voilà tout ce qu'il a dit. Alors qu'en fait ce gars-là, je suis sûre qu'il a trop d'amour à donner quoi. Donc ça me fait de la peine pour lui parce que là quand même il rajeunit pas quoi. Et il y a eu une petite polémique d'ailleurs autour de son livre par rapport à un épisode qui concerne Keanu Reeves. Alors je pense que vous avez peut-être dû voir ça circuler, malheureusement on ne parle que de ça. Bon j'avoue que c'était un peu hardcore ce qu'il a dit. Dans sa biographie en fait, il a parlé de l'acteur River Phoenix et de son overdose et également de Chris Farley, également décédé d'une overdose. Et il dit River était un homme magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur, trop beau pour ce monde. On dirait que ce sont toujours les gars vraiment talentueux qui partent. Pourquoi les penseurs originaux comme River Phoenix et Heath Ledger meurent-ils alors que Keanu Reeves est toujours parmi nous? Faut pas toucher à Keanu Reeves. Bon alors là, il s'est fait démonter sur internet et il dit d'ailleurs que quand il a appris le décès de River Phoenix, il a mis un coup de poing dans sa loge, il a fait un trou dans la loge de Jennifer Aniston. Et donc pour en venir à ce bad buzz, donc ce qu'il a dit par rapport à Keanu Reeves, il a dû faire un mea culpa, hein, normal. Il a dit je suis en fait un grand fan de Keanu, j'ai juste choisi un nom au hasard, c'est mon erreur, je m'excuse, j'aurais dû utiliser mon propre nom à la place. Oui, ça c'est pas cool quoi, Keanu Reeves, enfin même pour n'importe qui c'est pas cool, donc bon bref, je pense pas qu'il ait vraiment réfléchi à ce moment-là. Et on a enfin le fin mot de l'histoire sur pourquoi on l'a pas vu dans Don't Look Up avec DiCaprio. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'avais hâte de le voir dedans, je vous avais dit que j'avais fait mes recherches parce que je me suis tapé le film en attendant sa scène, je ne l'ai jamais vu. J'avais lu dans la presse qu'en fait sa scène avait été coupée au montage, donc il jouait un journaliste républicain et il avait donc déjà tourné une scène avec Jonah Hill. Il partageait même des scènes avec Meryl Streep et il dit que ça aurait été le plus grand film qu'il aurait jamais eu dans toute sa carrière. Sauf que pendant le tournage, il prenait de l'icodrone. Donc ça, il se l'était fait prescrire en mentant au médecin sur l'intensité de ses douleurs à l'estomac. Et que du coup, il s'est retrouvé dans une cure de désintoxication en Suisse. Et la combinaison de ce qu'il prenait, l'hydrocodone plus le propofol, son cœur a lâché. Alors pourquoi le propofol dans l'histoire? Il devait lui pratiquer une intervention chirurgicale pour mettre une sorte d'appareil dans son dos afin de soulager ses douleurs. Sauf qu'il n'avait pas prévenu l'anesthésiste qui prenait de l'icodrone. Donc en fait le mélange des deux, ça a été fatal. Et le gars en fait il s'est acharné sur lui, il lui a fait un massage cardiaque pour le réanimer et il lui a même brisé 8 côtes tellement qu'il a été fort le gars. Et du coup à propos de ça, Mathieu raconte, on m'a dit qu'un Suisse costaud ne voulait vraiment pas que le gars de Friends meure sur sa table et qu'il m'a fait un massage cardiaque pendant 5 minutes en battant et en frappant ma poitrine. Si je n'avais pas été dans Friends, se serait-il arrêté à 3 minutes? Est-ce que Friends m'a encore sauvé la vie? Suite à ça, il a pas pu retourner finir ses scènes dans Don't Look Up, donc elles ont toutes été retirées. Je suis dégoûtée. Alors il fait aussi un bilan. Alors il a suivi 30 ans de thérapie, il a été 15 fois en cure, il a participé à 6000 réunions des alcooliques anonymes et il a subi 14 opérations chirurgicales. C'est beaucoup. Il dit qu'il a failli y passer un nombre incalculable de fois, donc ce qu'il y a quand même de beau, c'est qu'il a une bonne étoile au-dessus de lui. J'espère qu'il a enfin décidé de se calmer une bonne fois pour toutes parce qu'il faut pas trop non plus pousser la chance. Voilà donc les nouvelles de Matthew Perry. Et maintenant des nouvelles d'Angelina Jolie et de Brad Pitt. Le divorce du siècle qui n'en finit
pas. Oh là là, c'est horrible. Donc déjà pour rappel, ils ont commencé leur procédure de divorce en 2016 et depuis c'est le champ de bataille quoi, là c'est un champ de ruines. Et rappelez-vous, hein, je vous avais parlé de ça vaguement, mais je l'avais mentionné dans ma vidéo sur le trio de l'enfer, Jennifer, Brad, Angelina. Il y avait eu une rumeur comme quoi c'était en 2016, Brad Pitt aurait été violent avec Angelina et avec l'un de leurs enfants dans un jet privé. Alors l'histoire a refait surface là donc très récemment. En fait il y a des documents judiciaires qui ont fuité et il y a donc également un mail qui est ressorti où dans ce mail elle revient donc sur cet incident de 2016. Alors en fait comment ça a pété dans le jet. Apparemment Brad Pitt aurait reproché à Angelina d'être trop respectueuse avec leurs enfants. Je comprends pas trop. Mais toujours est-il que Brad Pitt aurait donc attrapé Angelina par la tête. Il l'a secouée. Il l'a ensuite attrapée par les épaules et il l'a secouée à nouveau avant de la pousser contre le mur de la salle de bain. Oui, on est toujours dans un jet privé. Il aurait ensuite frappé le plafond de l'avion à maintes reprises en ordonnant à Angelina Jolie de sortir de la salle de bain et tout ça figurait donc dans une plainte qui avait été déposée. Ils se sont séparés en août donc de la même année et donc dans cette plainte il était également spécifié qu'il avait été violent donc avec 2 de leurs enfants. Alors donc apparemment il y en a un, malheureusement j'ai pas les noms, il y en a un qui a essayé donc de s'interposer entre eux et du coup Brad Pitt l'aurait étranglé, il en aurait donc frappé un autre au visage et il aurait même versé du vin sur Angelina Jolie et également versé de la bière sur les enfants. Certains lui demandaient d'arrêter, d'autres pleuraient. Alors il y a eu un communiqué qui a été envoyé à la chaîne CNN en disant que ces déclarations dans cette plainte, c'était complètement faux et il y avait eu d'ailleurs une enquête fédérale menée sur cet incident mais ça n'a débouché sur aucune poursuite et Angelina Jolie a demandé le divorce donc quelques jours après ce voyage en avion. Et là on en arrive donc parce qu'ils se déchirent principalement pour 2 choses. Première chose, la garde des enfants mais également le domaine Miraval, leur domaine viticole qu'ils ont acheté en France. Alors là c'est pareil, c'est un gros bordel. Alors là il y a eu un mail qui a été dévoilé qu'Angelina aurait envoyé à Brad Pitt en janvier 2021, donc il a fuité là dans la presse. Alors déjà dans le début de ce mail, Angelina précise qu'elle préfère écrire afin de ne pas fondre en larmes et donc elle parle du domaine. Elle dit: c'est l'endroit où nous avons accueilli nos jumeaux et où nous nous sommes mariés sur une plaque en mémoire de ma mère, un endroit qui symbolisait la promesse de notre futur et où je pensais vieillir. Il m'est impossible même maintenant d'écrire ces mots sans pleurer. Je garde en mémoire ces souvenirs de ce que représentait cet endroit il y a 10 ans. C'est aussi l'endroit qui a marqué le début de la fin pour notre famille et c'est un business qui est centré autour de l'alcool. Je vois maintenant à quel point tu voulais que je me retire de ce business et je pense que tu seras heureux de recevoir ce mail. Alors le gros bazar à ce niveau-là, c'est qu'en fait Angelina Jolie a vendu ses parts, donc 50%, à un oligarque russe. Et ça le fait pas trop pour Brad parce qu'en fait quand ils ont acheté ce domaine en 2011, ils s'étaient associés à une famille de vignerons afin de produire du vin rosé avec les vignes donc de leur domaine. En juin donc cette année, Brad Pitt a accusé Angelina d'avoir eu des intentions malfaisantes à son encontre lorsqu'elle a cédé ses parts du domaine à Louis Scheffler, donc le fameux oligarque russe. Et les avocats de Brad Pitt vont même jusqu'à invoquer des liens supposés entre ce mania russe et Vladimir Poutine, ce qui est donc dommageable pour son image. Pour rappel, leur vignoble apparemment ça marche assez bien. Ils ont été élus meilleurs rosés au monde par le magazine Wine Spectator et ils exportent leur vin partout dans le monde. Et en quoi c'est doublement la merde? Parce que selon un accord qu'ils avaient signé, Brad et Angelina n'avait pas le droit de revendre ses parts. Du coup, depuis février dernier, Brad Pitt a lancé des poursuites judiciaires contre Angelina Jolie pour avoir rompu leur accord, stipulant que ils ne pouvaient pas vendre leur part sans en avoir informé l'autre. Et je pense certainement sans s'être mis d'accord. Ça devient un film, leur divorce, entre les violences dans l'avion. Enfin, on sait pas, on n'y était pas. J'ai du mal à imaginer Brad Pitt étrangler un de ses gosses, en baffer un autre et les arroser
de vin et de bière, même Angelina. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment du mal à imaginer Brad Pitt comme ça. Je serais vraiment très surprise, mais bon, pourquoi pas, je sais pas. Toujours est-il que maintenant Brad Pitt, il en est où? Bah écoutez, il a fait un grand article l'autre fois, on a beaucoup parlé de lui. Pour rappel, il a 58 ans. Donc on l'a retrouvé dans les colonnes du Financial Times. Il a ouvert une gamme de cosmétiques pour hommes et il s'est également reconverti dans la sculpture. Donc il dit que ça, la sculpture, ça l'a beaucoup aidé justement à gérer son divorce avec Angelina Jolie, et il dit qu'il en a fini avec l'alcool. Oui, il est conscient que ça lui a coûté son mariage, ça il le reconnaît pleinement, mais que pour ses enfants, voilà, il a vraiment fait un grand travail d'introspection. Il s'est également inscrit aux alcooliques anonymes et ça fait maintenant 6 ans qu'il n'a plus touché une seule goutte d'alcool. Donc moi je suis très contente. J'attends qu'une seule chose, c'est qu'il se remette avec Jennifer Aniston. Je sais que je rêve, hein. À mon avis ils se remettront jamais ensemble, sinon ça serait peut-être déjà fait. Bon, on a eu déjà Jennifer et Ben Affleck. Est-ce qu'on pourra avoir Jennifer et Brad Pitt? Franchement je kifferais de ouf en vrai. Et on termine par le moins gay. Je pense que vous en doutez, hein, il s'agit de la mort d'Aaron Carter. Donc je vous avais fait une vidéo sur lui, hein, il y a 4 mois. Je vous la mets dans le petit i en haut, donc le frère de Nick Carter. Je vous invite vraiment à voir ma vidéo, ceux qui ne l'ont pas vue, pour bien comprendre tout le parcours de ce garçon. J'avais justement exposé mes craintes pour lui, qui malheureusement, bon bah voilà, craintes fondées. Donc il a été retrouvé décédé le 5 novembre à son domicile par sa gouvernante dans sa salle de bain. Et là, écoutez, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai un article sous les yeux qui vient juste de sortir. Voilà, j'ai pas eu le temps de bien apprendre le texte, donc je vais vous le lire. Des sources policières ont déclaré qu'il y avait plusieurs bouteilles d'air comprimé dans la salle de bain et la chambre d'Aaron Carter, ainsi que des pilules sur ordonnance. On ne sait pas si c'est ce qui l'a fait se noyer, mais évidemment c'est un gros indice sur ce qui a pu se passer. Nos sources policières disent que la dernière fois que quelqu'un a vu Aaron vivant, c'était vendredi à 2 h du matin. On nous dit que la gouvernante d'Aaron a entendu frapper à la porte à 2 h du matin et a répondu. Elle dit que les policiers étaient venus faire un contrôle de l'aide sociale. On ne sait pas qui les a appelés. Nos sources disent que la gouvernante a ouvert la porte et quand Aaron a entendu ce qui se passait, il leur a dit de partir et a ordonné à la gouvernante de ne pas le déranger. Alors apparemment après, la gouvernante n'a pas revu Aaron toute la journée du vendredi et le samedi matin, elle est allée à la porte de sa chambre pour voir s'il voulait du café. Elle a entendu son chien dans la chambre devenir fou. Elle a ouvert la porte et a trouvé le corps d'Aaron dans la baignoire. Les forces de l'ordre pensent que le corps d'Aaron est resté longtemps dans la baignoire car il y avait une odeur de décomposition et l'eau avait pris une couleur anormale. On nous dit que les jets de la baignoire fonctionnaient toujours quand le corps d'Aaron a été retrouvé. La conclusion est une noyade. On attend les résultats toxicologiques. Apparemment ça peut prendre des mois. Il n'y a aucune note de suicide qui a été trouvé, aucun signe non plus d'acte criminel. On apprend aussi que quelques semaines plus tôt, il avait perdu la garde de son fils Prince et sa fiancée aurait prié Aaron de mettre fin à ses addictions, en particulier à l'inhalation d'air comprimé, une dépendance dangereuse et destructrice, et qu'il était inscrit pour cela à un programme de désintoxication. Le jeune homme aurait nourri l'espoir de récupérer la garde de son enfant en adoptant une vie plus saine, mais le combat se serait avéré difficile. Voilà, je suis désolée, j'ai dû lire parce que voilà, ça venait juste de tomber là, on avait un peu plus de précision. Je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram si vous ne le faites pas encore, parce qu'on en a beaucoup parlé sur Insta. J'ai reçu beaucoup de messages le jour même, hein, dès que l'info est tombée en fait. Et voilà, on en a beaucoup débattu parce qu'il y a quand même eu des choses qui moi m'ont pas du tout plu. Mais ça va, apparemment je suis pas la seule à l'avoir pris comme ça. En fait, j'ai pas vraiment aimé le fait que sa sœur, sa jumelle et son frère Nick aient créé un message public en faisant leurs adieux à leur frère, en soulignant bien que c'était un addict et un dépressif. Je vois pas l'intérêt et on a été donc comme je vous dis, beaucoup à réagir sur Instagram par rapport à ça. Donc ça va, je suis pas la seule qui voilà, je vois pas le mal partout quoi. C'était vraiment quelque chose d'étrange parce que déjà d'une part je trouve pas ça très respectueux pour le défunt. On savait très bien qu'il avait beaucoup de difficultés avec les addictions et avec la dépression, c'est pas nouveau. Je vois pas l'intérêt de le repréciser. Alors certains diront peut-être oui, mais au moins c'est pour sensibiliser. On peut le faire plus tard et on peut le faire dans un autre contexte. Là, c'était la mort de leur frère. On sait qu'en plus les deux frangins, voilà les rapports entre eux. On a vu après Nick pleurer sur scène et tout. Il arrive à monter sur scène. Je sais pas comment il fait, mais bon, comme je vous l'ai dit également sur Instagram, n'oublions pas qu'il
qu'il n'avait pas assisté à l'enterrement de sa sœur, parce qu'ils avaient déjà perdu une sœur, parce qu'il avait un concert. Bon, oui, the show must go on, mais je sais pas comment fait ce garçon. Encore une fois, on a été plusieurs à réagir sur Instagram en se disant que c'était pas très respectueux, le fait d'insister beaucoup sur ses addictions, comme si qu'en fait il n'y avait pas d'autres réponses à son décès. Moi, j'ai pas pu m'empêcher quand même de me rappeler que Aaron avait projeté d'écrire un livre, et quand on sait qu'il avait une grande bouche, qu'il mâchait pas ses mots, il disait les choses, je m'interroge. Alors rappelez-vous, j'avais précisé dans ma vidéo qu'il faisait pas l'unanimité auprès de tous, parce que voilà, justement, comme il prend des trucs et tout, beaucoup le prenaient pour un barjot, et que sa parole, elle était pas très crédible. Moi, elle m'avait pas du tout fait cette impression, je vous l'avais dit. L'un n'empêche pas l'autre, il peut être très lucide, et justement très mal par rapport à tout ce qu'il a pu voir et vivre, en plus famille toxique et dysfonctionnel au possible, les Carter, et notamment il reprochait, enfin il accusait même son frère d'être un prédateur, beaucoup de choses. Malheureusement, je crois qu'on n'aura jamais la réponse, parce que voilà, vous avez compris, je me suis posé la question à savoir est-ce que sa mort est accidentelle ou volontaire de la part d'une tierce personne, mais en même temps, voilà, c'est vrai que vu comment il était, une overdose ou enfin bref un délire quoi, peut aussi justifier son décès. L'un comme l'autre sont possibles. Certains vont me dire que je parle dans la théorie du complot sur un possible assassinat. Ça se trouve rien à voir, je me plante complet, mais je l'ai très mal pris, parce que déjà un décès ça fait toujours de la peine, normal, mais aussi parce que voilà, ce gars-là, je le connaissais de nom comme je vous avais dit, mais j'étais pas fan, je connaissais pas trop bien son parcours, mais quand j'avais bossé sur ma vidéo et que je m'étais plongée dans la vie de ce garçon avec mes recherches et tout, il m'avait beaucoup attendri. Voilà, alors je sais que certains disent que c'était un sale type sur certaines choses et tout machin, il y avait un sujet sur la cruauté envers les animaux, des propos racistes aussi, je sais pas, moi ce que j'ai surtout vu c'était un énorme mal-être horrible et qui m'a beaucoup touchée, et j'ai aussi vu beaucoup de gentillesse de ce garçon, beaucoup de choses avec ses fans, avec les gens, enfin beaucoup d'anecdotes aussi. Il avait l'air d'être un cœur quoi. Peut-être qu'il avait deux faces, Dr Jekyll et Mr Hyde, une sombre face due aux addictions et le côté ange quand il était clean quoi. Ça aussi c'est complètement possible, il y a des gens sous substance ou sous alcool ou quoi, on les reconnaît pas, c'est pas du tout les mêmes personnes. Donc voilà, son décès me touche profondément, je vous le cache pas. Plus que ce que j'aurais imaginé. La famille, la sœur et le frère là, j'ai pas vraiment bien pris leurs mots de condoléances. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement on termine sur une note pas du tout joyeuse, mais bon, je voulais en parler parce que on en a beaucoup parlé sur Instagram, et je sais que tout cela ne me suivait pas sur Instagram, et vous m'avez laissé aussi des commentaires sous ma vidéo en me parlant de son décès, donc voilà, je voulais quand même en discuter avec vous. Et puis voilà quoi, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je me rends compte que je suis affreusement blanche, je suis désolée, et oui, je suis devenue rousse. J'avais envie de changer, j'ai envie d'une couleur automnale et flamboyante. Jamais fait rousse, j'ai fait blond, mais roux jamais fait. J'aime bien, voilà. Et encore une fois, ça j'avais montré le jour même sur Instagram. N'hésitez pas, même si sur Instagram on rigole bien, comme des fois je vous partage des stars en stories et tout machin, c'est assez marrant, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et puis voilà, je vous laisse tranquille. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao. Like.